Bonjour, bienvenue sur RJL, c'est Klezmer Attitude, c'est Edmond et aujourd'hui j'ai un invité, j'ai comme invité Jean-Christophe Frisch. Bonjour Jean-Christophe. Voilà, on va parler ensemble de la sortie d'un CD, un CD qui vient de sortir avec l'ensemble Le Baroque Nomade, qui s'intitule Or Vezahav, qui signifie d'or et de lumière. Alors, Jean-Christophe, c'est quoi ce CD? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, ce CD, c'est des musiques baroques juives selon le calendrier liturgique. Donc, on a suivi les dates des fêtes à partir de Rosh Hashanah jusqu'au printemps, disons, et on a donc enregistré des musiques qui correspondent à chacune de ces fêtes et qui étaient entendues un peu dans toute l'Europe méditerranéenne, donc l'Italie, la France, les pays ladinos, etc., au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc ça fait une grande variété parce qu'il y a des musiques qui sont d'aspect tout à fait classique, disons, et puis d'autres qui sont au contraire absolument populaires, ces fameuses romances séfarades que beaucoup connaissent. Voilà, donc il y a de la musique composée, je dirais, de la musique un peu plus élaborée, et des chansons dont vous estimez que c'était comme ça qu'elles étaient interprétées à l'époque. Alors, c'est des chansons qui, pour la plupart, ont été transmises par la tradition orale et puis ensuite collectées à partir du milieu du XIXe siècle, disons. Donc, on ne peut pas, comme toujours, savoir exactement comment c'était à l'époque, mais si on compare avec d'autres musiques pour lesquelles on a des sources écrites, qui ne sont pas forcément des musiques juives, on peut en déduire que probablement c'était vraiment comme ça. Donc, on a fait des interprétations qui nous semblent être les meilleures approximations possibles de ce qu'on pouvait entendre à l'époque. Alors, quand on parle de l'époque, c'est quelle époque? C'est XVIIe, XVIIIe siècle. C'est vraiment la période qu'on appelle baroque, qui est d'ailleurs une époque où la frontière entre les musiques savantes, ou comme vous disiez composées, et les musiques populaires n'était pas du tout ce qu'elle est devenue par la suite. Les mêmes musiciens, juifs ou pas d'ailleurs, pouvaient jouer dans un mariage, et puis ensuite jouer pour le prince de la musique savante, et puis au début, ils jouaient des musiques tout à fait populaires, des chansons que tout le monde connaissait et pouvaient chanter avec les musiciens, et puis après, à la cour, ils jouaient des musiques beaucoup plus professionnelles, disons. Alors, on va commencer, on va écouter un premier extrait de cet album. Ça s'appelle Dio, Clemenza et Rigore, et ça a été composé par le compositeur Monferrato. Alors, pardon, je vous interromps, pas oui, tout à fait. Ce n'est pas le compositeur. Casale Monferrato, c'est le nom de la ville italienne dans laquelle il y avait une communauté juive très importante qui a commandé de la musique à un compositeur dont on ignore le nom. Il est possible que ce compositeur ait été un compositeur chrétien et que pour cette raison-là, il n'ait pas voulu faire figurer son nom sur la partition. Mais ce qui est très curieux et très intéressant, c'est qu'il a composé cette musique en style baroque italien en hébreu. D'accord, donc c'est quoi? C'est une commande de la communauté juive de cette ville? C'est ça. Pour être jouée dans quelles occasions? Alors, on ne sait pas très bien dans quelles occasions c'était joué. On n'a pas suffisamment d'informations là-dessus. C'est probablement pas dans les synagogues, mais ce qu'on aurait appelé à l'époque des centres communautaires, disons, ou quelque chose comme ça. Mais je ne peux pas vous en dire plus. On ne sait pas exactement quelles étaient les circonstances. En tout cas, on va l'écouter tout de suite sur RJL, dans Klezmer Attitude, Dio, Clemenza et Rigore.
Voilà un exemple de la musique juive baroque, si c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Tout à fait. Voilà, alors est-ce qu'il y a une spécificité de cette musique-là? Quand on vient d'écouter ce morceau, on n'a pas le sentiment qu'il y ait une différence avec d'autres morceaux de musique baroque. Sauf quand même qu'il y en a une essentielle, c'est la langue utilisée. Bien évidemment. Et donc ça a des conséquences. Alors peut-être qu'il faut être un peu spécialiste pour les entendre, mais la structure du récitatif, par exemple, suit la structure de la langue hébraïque et pas celle de l'italien. Alors il y a des éléments communs, mais on voit en tout cas que le compositeur, même s'il n'était pas juif, connaissait très bien la langue hébraïque et a su s'adapter sur son organisation pour que ça soit tout à fait, je sais pas comment dire, cohérent et qu'on comprenne parfaitement le texte et que voilà. Donc c'est l'influence de la langue qui est prépondérante. Mais en effet, au point de vue, je sais pas, de l'harmonie, de la mélodie, etc., c'est de la musique du XVIIIe siècle caractéristique. Alors on va écouter autre chose maintenant, on va écouter une chanson séfarade, Yo Menamori. Donc c'est une chanson qui est parvenue jusqu'à nous. J'ai déjà passé dans cette émission un certain nombre de versions de cette chanson par des musiciens contemporains, des musiciens d'aujourd'hui, dans des interprétations actuelles. Là, ce que vous proposez, c'est, disons, une interprétation baroque de cette chanson. Est-ce qu'on peut considérer que c'est comme ça qu'elles étaient interprétées au XVIIe ou XVIIIe siècle ? Vous savez, je pense que si on entendait Jean-Sébastien Bach tout d'un coup jouer dans une église au XXIe siècle, on serait très surpris. Donc on ne peut pas vraiment dire avec certitude c'était comme ça. Nous, notre travail de musiciens baroqueux qui travaillons sur cette musique du passé, c'est d'essayer de rassembler le plus possible d'informations pour se rapprocher le plus possible de ce qu'on pouvait entendre à l'époque par rapport à ce qu'on peut en savoir, parce qu'on considère que ces grands musiciens de l'époque savaient mieux que nous comment il fallait faire pour que ce soit beau. Donc on leur fait confiance, et donc c'est ce qu'on a fait aussi pour ces musiques juives séfarades. On a essayé vraiment d'imaginer comment ça pouvait sonner à l'époque. Est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on s'est trompé? Ça, c'est au public de le dire. Ça, bon, enfin, en tout cas, je ne sais pas si qui que ce soit pourra le savoir un jour, mais en tout cas, c'est ça que vous proposez dans ce CD, avec des interprétations qui se veulent le plus fidèle possible à ce que ça aurait pu être à cette époque. Donc on écoute Yo Menamori par l'ensemble Le Baroque Nomade.
Voilà, vous avez reconnu Yon Menamori. Donc je suis avec Jean-Christophe Frisch du Baroque Nomade et on parle de l'album qui vient de sortir, donc un magnifique album en plus avec un très beau livret. Ça s'appelle d'or et de lumière, Or Vezahav. Donc on en a déjà dit quelques mots. Alors il y a une curiosité dans ce CD, c'est que, semble-t-il, vous avez retrouvé la mélodie d'origine de la Hatikva, qui est l'hymne national d'Israël. Alors, d'abord, moi, je n'ai rien retrouvé du tout. Je me suis basé sur le travail de musicologues qui travaillent là-dessus depuis des années, en particulier des musicologues israéliens qui ont cherché dans toute l'Europe ancienne des traces de cette mélodie qui a beaucoup voyagé. Alors, on a supposé qu'elle venait d'une chanson roumaine, et que c'est par ce biais-là que elle est devenue la Hatikva qu'on connaît tous. Mais cette chanson roumaine est très probablement arrivée d'Italie au XVIIe siècle, et elle était connue en Italie sous la forme qu'on a enregistrée dans notre disque, c'est-à-dire cette chanson qui s'appelle, et il a plein de titres, La Mantovana, Fuji Fuji, c'est-à-dire sauve-toi mon cœur, fuis l'amour. Donc c'est un texte qui n'a rien à voir, et en fait comme c'est une mélodie très facile à mémoriser, on peut assez bien comprendre qu'elle ait voyagé à l'époque dans toute l'Europe. Alors moi j'ai toujours cru que c'était la Maoldo de Smetana qui avait été à l'origine. Est-ce que c'est juste une énième version de cette mélodie qu'on retrouve ? Non, oui, la Moldao effectivement est un descendant commun de cet ancêtre probablement italien, mais il n'y a pas de filiation à ma connaissance entre la Moldao et la Hatikva. C'est plutôt un ancêtre commun. Et nous on a trouvé l'ancêtre. Voilà, alors l'ancêtre de la Hatikva, l'hymne national israélien. Donc ici, c'est... Alors, il y a un compositeur, j'ai peur de dire encore des bêtises, Diego Marini. Biagio Marini. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un compositeur qui vivait précisément dans cette région du nord de l'Italie, dans la Vénétie, dans laquelle les communautés juives étaient relativement protégées et dans laquelle elles ont pu développer une culture originale et très intéressante dont on a conservé plein de traces jusqu'à maintenant, dans la musique, mais aussi dans toutes sortes d'autres disciplines. Voilà, alors on l'écoute tout de suite, c'est la sonate de Biagio Marini, donc qui serait à l'origine de la Hatikva. On l'écoute.
Voilà, la sonata, enfin, un extrait d'une sonate de Biagio Marini, donc un exemple de cette musique juive baroque qui a donc été mise en musique ou mise en son par le baroque nomade et Jean-Christophe Frisch qui est avec moi à ce micro. Alors vous avez fait tout un travail avec des musicologues, vous l'avez dit, sur la musique juive de cette époque. Qu'est-ce qu'on peut arriver à apprendre sur les juifs de cette époque-là à travers le travail que vous avez fait ? Alors, je dirais une chose très importante, c'est que on voit dans la musique la communication qu'il y avait entre les communautés juives de toute l'Europe. Les Juifs avaient, j'allais dire, un avantage sur d'autres Européens de cette période, 17e, 18e siècle, c'est qu'ils pouvaient communiquer avec une langue commune qui était l'hébreu. Un lettré juif d'Amsterdam pouvait communiquer avec un lettré juif de, je sais pas, Bagdad, parce qu'il pouvait parler en hébreu, écrire en hébreu, etc. Donc, les Juifs ont permis la circulation d'idées, de musique, bien sûr, de toutes sortes de choses, dans toute l'Europe, dans toutes les régions où ils étaient implantés, c'est-à-dire à peu près partout, et les communications étaient très importantes. On a dans ce disque enregistré un air d'un oratorio très curieux qui a été composé pas pour la communauté juive d'Amsterdam, mais le compositeur est italien. C'est basé sur au départ un livret anglais, traduit en hébreu, etc. Et on retrouve toute l'Europe dans cette seule œuvre. J'ai oublié de dire que la communauté d'Amsterdam, c'est, comme chacun sait, la communauté des Portugais. Donc voilà, toutes les communautés juives étaient en contact les unes avec les autres et ont permis des transferts d'idées, de connaissances, etc. très importantes pour tout le monde, en fait, au-delà des communautés juives elles-mêmes. Oui, d'accord. C'est ces voyages incessants des Juifs à travers l'Europe qui ont mélangé un petit peu les musiques. C'est ce que j'arrive à montrer régulièrement dans cette émission. Quand on passe des tas de morceaux, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu sans arrêt des brassages musicaux et donc forcément des brassages de population. On va terminer cette émission avec Khad Gadia. Donc Khad Gadia, je pense que tout le monde connaît, c'est un chant traditionnel de Pessah. Et là aussi, c'est quelque chose qui vient de loin et que vous avez essayé, un peu comme tout à l'heure, de remettre dans un contexte ancien. Alors en fait, on s'est amusé à mélanger toutes sortes de versions parce que dans nos recherches, on a trouvé des versions de cette chanson dans toutes les langues utilisées par des communautés juives ici et là en Europe. Donc il y a des versions en araméen qui sont bien connues, en français, en italien, mais il y a aussi des versions en ladino, il y a aussi des versions en franco-provençal. Enfin, il y a toutes sortes de langues. On a essayé de mélanger un petit peu tout ça pour rappeler justement ces voyages dont on vient de parler. Voilà, ben ça fera une belle conclusion pour cette émission. Donc je rappelle l'album Or Vezahav, d'or et de lumière, par le Baroque Nomade et Jean-Christophe Frisch qui était avec nous aujourd'hui. Donc un très bel album. Et donc je vous le recommande. Et donc merci beaucoup Jean-Christophe d'avoir été présent dans cette émission. Merci à vous. Et je souhaite à nos auditeurs une bonne semaine. Petite chèvre pour le zouzim, à la fois mon père m'avait acheté. Sous de la trique frappe la chienne qui mordait la chatte, qui mangeait la chèvre, qu'à la fois mon père m'avait acheté. Une petite chèvre pour le zouzim, à la fois mon père m'avait acheté. Sous de la flamme brûle la trique qui
frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la chèvre, qu'à la fois mon père m'avait acheté. Des habits n'a pas de petite